Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec plaisir que je participe parmi vous ici à enrichir le débat, enrichir la formation des futures générations de neurochirurgiens. Et je dois préciser que je ne suis donc pas chirurgien et que je suis neuroscientifique et qu'il va du coup me manquer l'acuité d'un chirurgien et d'un neurochirurgien. Et que ce que j'ai fait, ne travaillant pas en fait sur l'insula moi-même, en fait j'ai fait une revue bibliographique que mon collègue et ami professeur Benzegmout m'a demandé pour apporter la perspective de la neuropsychologie. Alors, ce que je vais dire va peut-être rejoindre ou peut-être contredire ou poser des questions sur ce que le professeur Dufaux a dit tout à l'heure, parce que, effectivement, la neurochirurgie telle qu'elle est pratiquée à Montpellier, à la carte, n'est pas encore répandue dans la communauté internationale, fait son chemin. Et du coup, je vais présenter plutôt ce qu'on voit du côté des neurosciences qui souffre un petit peu de cet input qui doit venir et qui prend un peu de temps avec les développements nouveaux. Alors l'insula, c'est vrai qu'elle fait tout à la fois, mais quand on regarde de près, on conclut aussi qu'elle ne fait rien, elle n'a pas de tâche spécifique. Et du coup, je vais parcourir un petit peu la conception qu'on s'en fait aujourd'hui. Donc ça commence par les travaux de Penfield et Falk en 1955, par la stimulation intracorticale, qui révélait déjà cette complexité fonctionnelle, à savoir que la stimulation intracorticale produisait des perceptions subjectives, viscérales et somatosensorielles. Et depuis, il a été montré à maintes reprises qu'on pouvait aussi évoquer des sensations diverses et variées dont vous avez déjà entendu parler dans les précédentes présentations. Et le problème du point de vue de la neuropsychologie, c'est que, contrairement à d'autres régions du cerveau, la neuropsychologie, ce domaine a souffert du fait de la rareté des cas qui ont une lésion limitée à l'insula et qui font que c'est très difficile de regarder le comportement et l'effet de la lésion lié à l'insula elle-même. Ce qui fait que ce n'est que les apports récents en fait, de la résection partielle ou totale ou unilatérale ou bilatérale dans le cadre des épilepsies ou des gliomes qui commencent à enrichir la connaissance fonctionnelle de l'insula. Et la question qui est posée, évidemment, c'est comment minimiser les conséquences fonctionnelles quand on opère cette région corticale complexe. Alors, comme je le disais tout à l'heure, et comme le professeur Dufaux l'a dit aussi, c'est que l'insula traite une vaste gamme d'informations sensorielles. Mais elle est quand même caractérisée par le fait d'être la principale zone corticale de réception des informations associées au système nerveux autonome. Et du coup, ça a posé depuis très tôt, d'ailleurs depuis les stimulations intracorticales, de la question de la conscience de soi. Je vais commencer par cet aspect-là, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que dit la neuropsychologie et qu'est-ce que disent les études récentes de neuroimagerie fonctionnelle en particulier. Cette hypothèse est liée à un aspect histologique qui est la présence de ces neurones de von Economo, que probablement vous connaissez, qui sont ces neurones qui ont une morphologie particulière, contrairement aux neurones pyramidaux, et qui ont été suspectés de pouvoir transmettre l'information dans deux sens assez rapidement. Une information vague, mais qui manque de précision parce qu'ils n'ont pas toute la précision que les axones et les dendrites peuvent apporter. Et ces neurones sont présents spécialement dans le cingulaire antérieur et l'insula, en particulier l'insula antérieure. Et ils ne sont présents que chez
certaines espèces très évoluées, les humains, les grands singes et certaines espèces de mammifères, mais ça a du coup attiré l'attention sur le fait qu'il y a aussi une évolution pendant le développement de l'enfant qui a renforcé cette idée qu'il pouvait être lié à la conscience de soi, et en particulier leur dégénérescence. C'est quelque chose qui commence en premier dans la maladie qui est la démence frontotemporale, qui est donc quelque chose qui se caractérise par des phénomènes de perte de conscience de soi. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui par rapport à cette hypothèse-là? C'est qu'en fait, si vous voulez lire là-dessus, il y a Craig qui écrit beaucoup sur ce sujet-là. C'est qu'en réalité, bien qu'il y ait cette corrélation avec les neurones de von Economo, il semble que des études un peu plus précises, le patient Roger, apparemment, c'est celui qui est le plus utilisé. Il a été testé dans de nombreux protocoles. Et ce patient avait des lésions bilatérales de l'insula, mais pas seulement, du singulaire antérieur et cortex préfrontal médian. Et l'administration de l'isoproterenol, qui est un agoniste du système sympathique, chez le patient, n'altérait pas sa conscience des battements cardiaques. Le patient devait rapporter la fréquence cardiaque approximative en touchant sur des boutons, et il n'était pas différent en termes de son évaluation de ses battements cardiaques par rapport aux témoins. Par contre, il avait été noté qu'il y avait une certaine lenteur qui avait été interprétée comme étant liée à un effort cognitif qui était demandé et qui était un peu supérieur à ses capacités. La conclusion autour de cette question-là, c'est que l'information qui est dérivée des sensations corporelles pourrait permettre à l'insula de contribuer à l'émergence des états émotionnels, on va le voir dans les diapositives suivantes, mais sans nécessairement être la source de la conscience. Donc cette idée que l'insula, c'est le centre de la conscience de soi, n'est pas nécessairement confirmée. Comme le montre d'ailleurs cette étude que je vous affiche ici, qui montre qu'il y a la self-awareness, elle est préservée suite à des lésions, mais il faut souligner que il s'agit de cas, donc il s'agit d'un seul patient, et il faut toujours évidemment prendre ça avec la précaution qui s'impose. Donc en tout cas, la conclusion ici, c'est que l'insula ne semblerait pas être nécessaire pour que l'individu développe la conscience de soi. Alors, qu'en est-il au niveau de la cognition? À commencer par le langage. Le langage, c'est de loin le déficit le plus fréquent qui est lié aux lésions de l'insula. Mais là aussi, et en particulier l'insula gauche, et là aussi, il peut y avoir beaucoup de confusion, mais dans les tests qui ont été utilisés, on trouve des manifestations qui semblent se limiter à la fin à des aspects moteurs du langage, mais ce qui est noté le plus souvent, et là aussi, on reviendra dans la discussion probablement pour recouper avec les nouvelles données qui sont issues des recherches menées à Montpellier, qu'il y a une récupération des différents symptômes, des différents déficits assez rapidement. Cette étude est un peu ancienne, en 93, mais ça a été rapporté dans de nombreuses études par la suite, en particulier cette étude qui a été menée sur 18 patients épileptiques qui ont reçu une ablation partielle, unilatérale ou bilatérale de l'insula, et qui a montré qu'il n'y avait pas de déficit de langage à la fin. Donc le rôle de l'insula reste flou en ce qui concerne cette question-là, dans son implication dans le langage. Les lésions impliquent souvent les régions langagières voisines et probablement des faisceaux qui sont des faisceaux de passage, comme il a été montré.
Le deuxième aspect qui est de loin étudié dans la neuropsychologie en lien avec l'insula, c'est la question de l'apprentissage et de la mémoire. Et là aussi, il semble y avoir un déclin de l'apprentissage, de la mémoire, mais avec une récupération des déficits qui sont transitoires dans la plupart des cas. Et donc, en tout cas les déficits s'estompent avec le temps, là aussi. Les déficits, donc, reflètent les fonctions. C'est l'hypothèse qui est avancée pour expliquer ça, c'est que ces déficits reflètent les fonctions générales et que ces fonctions générales ont une répercussion sur les fonctions d'apprentissage et de mémoire, mais que l'insula elle-même n'est pas nécessairement impliquée dans ces fonctions. Le troisième volet que je souhaitais couvrir ici, c'est le lien entre l'insula et les émotions et l'empathie. C'est un volet aussi qui apparaît, alors du point de vue des neurosciences, avec la neuroimagerie, quand à peu près toutes les études de neuroimagerie qui ont utilisé l'IRM fonctionnel dans des protocoles divers et variés, l'insula est systématiquement activée. Et donc c'est assez étonnant. Je vais vous montrer quelques exemples qui vont dans ce sens-là pour illustrer. Par exemple, là, il s'agissait à l'époque, au début des années 2000, quand on cherchait le corrélat des neurones miroirs qui avaient été découverts chez le singe, chez l'être humain. Et donc, cette étude qui a été menée à Marseille par Vicker et Rizzolatti avait exposé des sujets dans l'IRM fonctionnel soit à l'appréciation, à des images de personnes qui sont soit dégoûtées, soit qui expriment des expressions neutres ou des expressions de plaisir, on s'entend des produits, des parfums. Et alors, on pouvait sentir soi-même ou voir quelqu'un d'autre sentir. Et le titre, comme le titre l'indique ici, que je vais traduire, c'est que il semble que la sensation ou le dégoût chez moi est activé. Ça active mon amygdale, mais mon amygdale s'active également quand c'est vous qui êtes dégoûté. Donc, c'était un peu le début de cette histoire-là que, par effet miroir, l'insula était impliquée dans des phénomènes qui utilisent l'équivalent des neurones miroirs pour représenter les ressentis d'autrui. Il y en avait d'autres, hein. Il y a d'autres études comme cet exemple, là, je pourrais me prendre des dizaines, hein. Il y a de nombreuses études d'IRM fonctionnel qui montrent que l'insula s'active dans des processus où il y a des émotions et des prises de décision qui impliquent des situations complexes. Par exemple, ici, je ne sais pas si vous connaissez le jeu de l'ultimatum, là où vous devez décider, j'ai une somme d'argent, je vous donne une partie, et vous pouvez soit accepter, soit refuser. Si vous refusez, nous perdons tous les deux. Si vous acceptez, vous gagnez ce que je vous donne et je garde ce que j'ai gardé. Et donc, vous avez à réagir non seulement... Alors, les théories mathématiques et économiques supposaient que du moment que c'est positif, supérieur à 0, je vais accepter le jeu. Là, si vous avez 10 dirhams et que vous me donnez un dirham, c'est mieux que 0 dirham, donc je prends. C'est pas du tout, ça se passe pas comme ça. Je vais prendre en compte des questions de justice. Pourquoi vous me donnez que 1 dirham sur 10 et je vais pas prendre, question de fierté, de dignité, etc. Donc il y a des aspects plus complexes. Et ça active, là vous voyez, l'insula antérieure est activée dans des situations comme ça où on doit prendre des décisions qui ne sont pas basées simplement sur des aspects sensorimoteurs banals. Je reviens sur cette diapositive d'avant pour dire donc que l'insula est clairement impliquée dans des processus émotionnels, dans l'empathie, mais là aussi, par exemple, chez les patients, il y a des études qui ont montré que les patients peuvent confondre, qui ont des lésions dans l'insula, peuvent confondre des expressions faciales de colère, de tristesse, etc., de dégoût, mais là aussi, il n'est pas évident que ce déficit reste très longtemps chez la plupart des patients.
et ça remet en question donc la spécificité de cette implication fonctionnelle. Juste pour montrer cette étude qui était ici, qui m'a servi beaucoup à étudier les aspects neuropsychologiques, qui a fait une étude sur 18 patients, une évaluation très extensive en pré et puis une évaluation en post-opération, donc avec une ablation, une résection de l'insula sur des deux hémisphères ou d'un seul hémisphère. Ce que vous voyez sur l'image, c'est le nombre de patients qui ont une grande lésion, par exemple, qui implique tout ce qui est bleu, jusqu'à 6. Là où c'est rouge, rouge foncé, ça veut dire qu'il y a le plus grand nombre de patients a reçu une lésion qui était centrée sur l'insula. Et donc, avec tous ces aspects neuropsychologiques qui ont été évalués, ce que vous voyez sur la droite, c'est il n'y a pas beaucoup de choses. Alors, avant, la conclusion de cette étude, c'est que il y a des choses qui étaient déficitaires en pré-op et qui se sont améliorées après l'opération. L'opération a fait quelques déficits, mais ces déficits ne sont que transitoires. Et la conclusion, c'est que il n'y avait pas beaucoup de déficits qui persistent après l'opération. Je vais conclure sur une certaine diapositive pour juste fixer les idées pour qu'on puisse discuter ensuite. Les déficits fonctionnels, quels qu'ils soient, semblent donc s'estomper au cours du temps. Et en réalité, il n'y a pas que l'insula qui est impliquée dans cette histoire-là. L'insula fait partie d'un réseau qui implique le cingulaire antérieur et le cortex préfrontal ventromédian. Et même si tout ce qu'on voit semble impliquer l'insula dans toutes les tâches cognitives qui vont des aspects de perception, de viscérale ou sensorimotrice, vers l'action, la conscience et l'empathie. Mais en réalité, l'insula ne semble pas avoir une fonction spécifique. Je pense que sur cet aspect-là, tout le monde est à peu près d'accord. Et quelle serait donc sa fonction? On pourrait faire un certain nombre d'hypothèses, notamment qu'avec son lien avec le système nerveux autonome, notamment, elle est aussi impliquée dans un phénomène qui est bien connu, qui est la saillance, l'attention. Et donc, son activation pourrait être quelque chose qui permet au cerveau de détecter ce qui est saillant, ce qui est incongruent du point de vue homéostasique, de ce qui est difficile, de ce qui est probablement aussi plus que ça. Je vais y venir après. La latéralisation de l'insula semble suivre la latéralisation hémisphérique que vous connaissez mieux que moi, avec un traitement du langage plutôt à gauche et le traitement à droite du système sympathique, peut-être éventuellement du parasympathique à droite. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'insula semble être également affectée dans des pathologies qui sont listées ici. J'ai commencé par la démence frontotemporale, mais il y a aussi la schizophrénie, les troubles alimentaires, anxiété, troubles de l'humeur, etc., etc. Et on se pose la question si tout ça n'est pas en réalité un site prépondérant dans le cerveau qui pourrait nous aider à comprendre cette question complexe qui est de la relation entre le corps et l'esprit. Alors, le corps et l'esprit, là aussi, on rentre dans un autre phénomène qui est difficile à... Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais... Hop. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je termine peut-être sur le syndrome de Geschwin que vous connaissez, qui est généralement associé à une épilepsie temporale. Je ne sais pas ce qui se passe, on va y arriver. Avec une association entre de l'hyper-religiosité, d'hypergraphie, d'hyposexualité et d'un sentiment exacerbé, d'un sens exacerbé pour les valeurs éthiques et morales. Je fais le lien ici avec quelque chose qui est très récent, qui est la mindfulness ou la pleine conscience, et dont les neurosciences commencent à nous montrer que il y a une très forte implication, de l'insula. Ça a dirigé un certain nombre de chercheurs à se poser la question effectivement sur ce lien entre le corps et l'esprit
Et le fait que l'insula reçoit des connexions avec le système nerveux autonome et qui est une cible privilégiée pour étudier comment est-ce que la pleine conscience fait des effets qu'elle fait sur les psychopathologies, notamment les dépressions. Donc ici, il y a plusieurs études, j'en prends juste quelques-unes pour vous illustrer ça. Et je terminerai peut-être sur cette illustration que j'ai empruntée à ces auteurs, Gogola et collaborateurs de 2017. Vous pouvez la retrouver et la lire. Elle résume en fait cette idée que, en haut, au milieu, que l'insula, finalement, c'est un hub dans notre cerveau, et c'est peut-être tout le cerveau à la fois, parce que vous avez à la fois le traitement sensoriel, vous avez le traitement, les relations en bas avec le système autonome, le système nerveux autonome, la cognition sociale, la flexibilité comportementale, la prise de risque et l'incertitude, etc. Et je termine sur cette image parce que c'est peut-être cette complexité qui fait que c'est difficile de donner du sens aux fonctions de l'insula. Peut-être qu'elle n'en a pas des fonctions précises et que ce sont des fonctions de régulation plus complexes que ce qu'on pense. Et je terminerai là-dessus en vous remerciant.